c'est par ordre alphabétique, excusez-moi. Merci, Monsieur Meillan, vous avez la merci, parole. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Moi, je vais essayer de répondre un petit peu à cette question du marché. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, et revenir un petit peu sur l'historique. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça au départ, ce marché de l'électricité? Alors, au départ, c'est une inspiration de ce qu'ont fait nos amis les Britanniques, Margaret Thatcher notamment, qui a libéralisé le marché de l'électricité au Royaume-Uni à une époque où elle se battait contre des charbons, des syndicats charbonniers très puissants. Et donc ça a été sa façon aussi de pouvoir reprendre le dessus sur ces gens-là. La libéralisation du marché de l'électricité apparaît dans l'acte unique, 1986, qui est suivi d'une première directive en 1996. Depuis 1974, la France a alors construit un parc nucléaire avec une approche unique au monde, puisque une approche industrielle du nucléaire, où on va faire évoluer les mêmes réacteurs avec un retour d'expérience, qui nous permet au début des années 2000 d'avoir une électricité 2 fois moins chère que tous les autres pays européens. Et aujourd'hui, restons avec une électricité dans la fourchette basse des pays européens, mais le prix devait augmenter de 45% le 1er février 2022, avant l'invasion de l'Ukraine, et de 100% l'année suivante. Donc comment on en est arrivé à cette situation-là? La directive de 1996 a été transcrite en France en l'an 2000, et donc à partir de ce moment-là, la contrainte de la France était comment allait-elle pouvoir préserver son électricité 2 fois moins chère que tous les autres pays européens. Elle avait mis en place des tarifs régulés qui ont toujours existé, qui consistaient à prendre le tarif d'EDF, fonctionnement plus développant, d'y appliquer une marge et d'avoir des tarifs réglementés pour les particuliers, les tarifs bleus, pour les petites et moyennes entreprises, tarifs jaunes, et pour les grandes entreprises, tarifs verts. Les tarifs régulés, c'est ce dont ne veut pas, bien évidemment, la Commission européenne, et l'objectif de la libéralisation in fine est de les supprimer. Au début des années 2000, vous avez des prix du marché. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec M. Percebois, le coût marginal, donc le prix du marché qui est indexé sur notamment le prix du gaz, la centrale marginale. Mais ce prix du gaz, à l'époque, il est indexé sur quoi? Il est indexé sur le prix du pétrole. Au début des années 2000, en décembre 2001, vous avez la Chine qui rejoint l'OMC. Quand la Chine rejoint l'OMC, le pétrole coûte pas cher. À cette époque-là, le gaz coûte pas cher et les prix de l'électricité de marché sont inférieurs aux tarifs réglementés. Et la Chine, on connaît son développement de 2002 à 2008, avec une demande de pétrole qui augmente très fortement, une offre de pétrole contrainte et donc des prix qui vont augmenter de 2002 à 2008 pour atteindre $150 le baril. Les prix du pétrole augmentent, les prix donc du gaz augmentent, et les prix de l'électricité augmentent. À partir de 2004-2005, vous avez donc le marché qui passe au-dessus des tarifs réglementés. La France, pour réagir, met en place ce qu'on appelle le TARTAM. Quel est le TARTAM? C'est un tarif qui permet aux entreprises qui avaient choisi au début des années 2000 de prendre des tarifs de marché, de pouvoir revenir sur le tarif réglementé. Quelque sorte de bouclier tarifaire, de revenir sur le tarif réglementé, jaune ou vert, avec un peu plus cher que ce tarif réglementé. Ce TARTAM est entériné en décembre 2006. Le 13 juin 2007, la Commission européenne ouvre une procédure d'enquête à l'encontre de la France pour aide d'État. Elle veut s'intéresser justement à ce nouveau tarif mis en place, ce TARTAM. Est-ce que ce ne serait pas une aide d'État qui irait distordre la concurrence au niveau européen? Et donc, elle va vouloir s'intéresser à ça et s'intéresser plus en profondeur à ce tarif jaune et ce tarif vert de l'électricité, parce que les entreprises françaises et les industriels auraient alors accès à une électricité moins chère que leurs concurrents en Europe. Les tarifs bleus ne sont pas alors concernés. Cette procédure de la Commission européenne donne naissance à une commission Champsor. Commission Champsor censée régler ce problème avec l'Europe. Et donc c'est dans le cadre de cette commission que la France va réfléchir à trouver un système qui puisse en même temps
permettre aux consommateurs français de bénéficier de son avantage électricité nucléaire historique, mais aussi d'ouvrir la concurrence, puisqu'à partir du 1er juillet 2007, chaque Français devait pouvoir choisir son opérateur d'électricité. Donc cette proposition est proposée à la Commission européenne. La loi NOM signée en décembre 2010 et en 2012, la Commission européenne valide la fin de ce contentieux avec la France sous plusieurs conditions. La première, c'est effectivement la création de l'Arenh, avec EDF qui va devoir vendre un quart de sa production à des fournisseurs alternatifs au prix de 42 € du mégawattheure. La France était d'ailleurs censée donner à la Commission les modalités pour faire évoluer ce prix au fur et à mesure des années. Elle ne l'a jamais fait. Et cette décision de 2012 entérine la fin des tarifs jaunes et des tarifs verts le 1er janvier 2016, qui fait qu'aujourd'hui, pour cette année et encore pour l'année prochaine, vous avez un certain nombre d'entreprises et de PME qui payent leur électricité à 300 € du mégawattheure, sans aucune porte de sortie, pour pouvoir revenir à des prix plus raisonnables. L'Arenh est donc appliquée, comme on l'a dit précédemment, sur 2012-2020. En fait, un des impacts du marché européen fait que les Allemands, qui ont développé beaucoup d'énergie renouvelable, l'énergie ne se stockant pas, vont pouvoir, entre guillemets, le stocker chez leurs voisins, en utilisant les interconnexions. Ça a un impact sur le prix du marché, puisque les prix du marché vont être diminués. La Cour des comptes estimait en juillet 2022 un impact de 5 € à la baisse avec les énergies renouvelables et la priorité réseau dont elles disposent. Et ça va avoir aussi un impact sur les gros électriciens, EDF en France, mais tous les gros électriciens allemands, effectivement, qui vont vendre moins d'électricité de leurs centrales traditionnelles, puisqu'il y a la priorité des énergies renouvelables, et qui vont la vendre moins cher. La Cour des comptes estime que l'Arenh sur 2011-2020 a représenté un manque à gagner de 5,25 milliards d'euros pour EDF. Et on arrive à la fin des années 2010, et effectivement, l'Arenh, qui était finalement une dérogation que la France avait obtenue auprès de Bruxelles pour que les consommateurs finaux puissent continuer. Alors, la dernière condition dont je n'ai pas parlé, c'est ce tarif réglementé. Nous allions pouvoir conserver un tarif réglementé, et ce tarif réglementé allait être constitué donc pour 2/3 d'électricité nucléaire, qui nous permettait de garder cet avantage compétitif, et 1/3 du marché. 1/3 du marché de gros. Dans ce que nous n'avions pas prévu, alors le dernier point et dernier point de la recommandation de la commission Champsor, c'était que la concurrence ne se fasse pas que sur l'aval, mais aussi sur la production. Et elle disait notamment, je cite, « La régulation doit inciter à terme les nouveaux acteurs à investir dans des moyens de production. Une concurrence sur la fourniture d'électricité qui dépendrait durablement et exclusivement d'un approvisionnement auprès d'EDF ne doit pas être considérée comme une solution soutenable. » EDF aujourd'hui produit 90% de l'électricité en France. Alors EDF a aussi perdu un certain nombre de clients quand l'électricité était donc inférieure à 42 € du mégawattheure, les prix de gros entre 2015 et 2020. Et quand les prix de gros ont explosé ont augmenté à partir de 2018-2019 et explosé en 2021, vous avez alors tous ces fournisseurs alternatifs qui sont revenus demander plus d'électricité d'Arenh à EDF. Et là, vous avez un mécanisme qui fait que la facture des Français, la facture des tarifs régulés, alors que le nucléaire auparavant représentait les 2/3 de la facture, le nucléaire est passé sur moins de la moitié de la facture. C'est ce qu'on appelle l'écrêtement. Et la part du marché, qui avait été multipliée par 4,
a représenté plus de la moitié de la facture des Français. Donc aujourd'hui, la situation est en train de se régulariser avec la baisse des marchés de gros. Ce que je voudrais, une solution qui aurait pu être envisagée pour la suite de l'AREN. Alors, la suite de la régulation et des tarifs réglementés. Aujourd'hui, donc, EDF s'est engagé à vendre son électricité à 70 € du mégawattheure. On aurait pu prendre le même mécanisme, cette AREN, et l'améliorer, le modifier. Ce que l'on aurait pu faire d'ailleurs depuis 2012 et qui n'a pas été fait. Une solution pour ce faire aurait été par exemple d'intégrer, la France était un champion du nucléaire, mais était aussi un champion de l'hydraulique, puisque c'est un des premiers pays à l'avoir développé, la houille blanche. Nous aurions pu donc faire évoluer ce mécanisme de l'AREN, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, vers un mécanisme qu'on aurait pu appeler l'accès régulé à l'électricité décarbonée historique, où l'on aurait inclus le nucléaire et l'hydraulique. Cela leur a permis d'avoir des factures à 80% assises sur des capacités déjà amorties au coût autour de 60 € du mégawattheure et de garder, comme le suggère aussi M. Percebois, une part du marché de 20%, donc réduire l'exposition du marché de 37% dans l'AREN à plus que 20%. C'est ça qui a fait exploser le prix de l'électricité et éviter ce qui s'est produit depuis 3 ans et qui est une des raisons principales et qui n'a pas été expliquée de l'explosion du prix de l'électricité, qui est le phénomène de l'écrêtement, qui est donc le phénomène que vous ayez des personnes qui ne produisent que des factures, pas de kilowattheures, qui représentent 5% de la production française. Et pour ces 5% de la production française, vous avez des factures qui sont passées de 60 € du mégawattheure à 240 € du mégawattheure. 60 à 240 € du mégawattheure. Il suffirait d'obliger ces fournisseurs alternatifs à se couvrir, à autoproduire une partie de leur vente, 25% par exemple de leur production, pour éviter que ce que nous avons connu ces dernières années se reproduise. Je voudrais finir par un dernier point qui est des travaux que nous avons publiés avec France Stratégie en janvier 2021 sur justement la sûreté d'approvisionnement du réseau en Europe. Ce qu'a permis ce marché européen, c'est effectivement l'optimisation des interconnexions. Les interconnexions ne datent pas du marché européen. Nous exportions d'ailleurs plus d'électricité avant le marché européen que depuis le marché européen. Mais ces interconnexions ont permis à un certain nombre de pays, notamment avec la baisse des prix de gros, de fermer des capacités et des centrales pilotables, des centrales à gaz, des centrales à charbon. Pour la France, depuis 2010, c'est 12 gigawatts qui ont été fermés, 10 gigawatts de centrales thermiques, 2 gigawatts de centrales nucléaires. Si jamais nous n'avions pas fermé ces centrales, nous n'aurions pas connu une explosion du prix de l'électricité à partir de mars 2022, puisqu'en mars 2022, quand nous avons découvert ces phénomènes de corrosion sous contrainte sur notre parc, les prix de l'électricité avaient déjà doublé avec le gaz et ont été multipliés à nouveau par 2 à cause de ce phénomène exacerbé par la spéculation sur les marchés. Si nous avions gardé ces capacités, comme vous en parliez tout à l'heure, nous aurions pu éviter une partie de cette augmentation. Et ce que concluait dans ce rapport France Stratégie, c'est que c'est le manque de coordination qu'il existe aujourd'hui au niveau des États européens. L'énergie reste une prérogative de chacun des États membres et que chacun des États européens décide dans son coin de fermer des centrales à gaz, des centrales nucléaires, des centrales à charbon, des centrales pilotables, qui fait que quand vous êtes sur un bien qui ne se stocke pas et que vous supprimez toutes vos marges de sécurité, eh bien, vous vous donnez toutes les conditions pour qu'il y ait des événements comme il s'est passé il y a 2 ans avec des prix qui dépassent les 1 000 € du mégawattheure pour, je vous le rappelle, une électricité produite à 60 qui se passe. Merci.
Merci, Monsieur Meillan. Monsieur le rapporteur. Merci pour ces rappels historiques. C'est toujours intéressant d'avoir effectivement la perspective. Vous avez compris que notre commission, elle se projetait plutôt vers l'avenir et voir ce que l'on peut faire à partir de maintenant, bien sûr avec l'expérience du passé. Et donc, je vais vous poser juste une question sur l'Arenh. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut que l'Arenh évolue? Est-ce que le prix déjà, bon, visiblement, personne ne veut supprimer l'Arenh avant fin 2025. Est-ce que le prix doit évoluer? S'il évolue, il aura forcément des conséquences sur la facture des usagers, j'imagine. Donc, si on l'augmentait de 20%, admettons qu'on ait, ce qui a été dit tout à l'heure, perdu 20% depuis sa création, est-ce qu'il faudrait passer à 50 € ou 52? Quelles conséquences sur la facture? Et est-ce que le jour où ça va disparaître, donc fin 2025, si c'est remplacé par les 70 €, est-ce qu'on passerait de 42 à 70 €? Alors sur l'Arenh, effectivement, on peut se dire que si on augmentait son prix de 40, 50, 60 €, ça aurait un impact sur la facture. La réponse est que ça n'en aurait pas pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'avec la méthode de calcul de l'Arenh, du tarif réglementé, vous allez regarder les deux sur le tarif réglementé qui est payé aujourd'hui par les Français. Le Français paye le kilowattheure, le mégawattheure 125 €. D'accord? Pour un coût de production à 60. Aujourd'hui, on le paye 125. Parce qu'on est dans la partie du marché qui représente 55% de la facture. D'accord? Le nucléaire, c'est 45% de la facture pour 70% de la production. 55% de la facture, donc c'est donc le gaz. Et donc, sur les 2 dernières années, vous aviez des prix élevés qui ont déjà baissé l'an dernier et qui vont continuer à baisser l'année prochaine. Et donc, on s'oriente vraisemblablement avec le même mécanisme vers une baisse des prix de l'électricité l'an prochain, à partir du 1er février 2025, y compris avec le rattrapage prévu de taxes qui est encore normalement de 10 € du mégawattheure. Donc, on pourrait aujourd'hui, avec la baisse des prix de gros, et en mettant en place peut-être ce mécanisme pour éviter cet écrêtement qui est vraiment notre problème numéro 1. Le fait que nous ayons finalement raté à mettre en place une concurrence au niveau de la production, que finalement nous ayons majoritairement des producteurs de factures. Et en fait, c'est ces producteurs de factures qui ont fait, sans produire d'électricité, exploser les prix. On est quand même sur... quand on parle vous parlez de la libéralisation du marché, pourquoi est-ce qu'on libéralise un marché? Souvent, il y a deux objectifs. Soit on améliore le niveau de service au même prix, ou soit on baisse le prix au même niveau de service. Quand on regarde l'évolution des tarifs réglementés de l'électricité pour le consommateur, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis l'ouverture à la concurrence, depuis 2007? Ils n'ont fait qu'augmenter, comme le rappelait M. Percebois, notamment avec la CSPE qui a permis de financer les énergies renouvelables. Je pense que c'est une question que vous devrez vous poser dans cette commission. À quoi servent ces énergies renouvelables dans le mix électrique français? Quel est le service rendu par ces énergies renouvelables? Contribuent-elles à la sécurité d'approvisionnement? Complètent-elles ce que fait le nucléaire? Se substituent-elles en partie à notre électricité nucléaire? À quel prix? Le nucléaire, les énergies renouvelables intermittentes, pour moi, sont très pertinentes dans des pays ayant une électricité forcément carbonée, avec du charbon, avec du gaz, comme au Royaume-Uni, comme en Allemagne, où elles ont permis de remplacer et donc de faire diminuer les émissions de CO2. En France, elles vont se substituer principalement à une électricité qui est déjà décarbonée. Elles n'ont pas fait diminuer nos consommations d'électricité d'origine thermique. Donc ça, c'est des questions, je pense, qu'il faudra répondre, parce que c'est elles qui sont en partie responsables, non seulement de l'augmentation depuis ces dernières années, mais du rattrapage de la TICFE, anciennement CSPE, même si désormais les renouvelables sont financés par une autre taxe. Monsieur Lurel.
En vous écoutant, j'aimerais vous poser une question politiquement incorrecte. J'espère ne pas choquer mes collègues. Si on se pose la question de l'utilité et de l'efficience de la production des énergies renouvelables et leur stabilité, leur stockage et leur introduction sur les réseaux, est-ce qu'on peut se poser légitimement la question que, compte tenu de la nature de notre électricité, qui est déjà décarbonée, même si le pourcentage a diminué en termes d'énergie nucléaire, que le système tel qu'il a fonctionné jusqu'ici, et peut-être jusqu'en 2025, ça a consisté à donner une sorte de faveur, une sorte d'avantage compétitif aux renouvelables, au charbon, au gaz, et je vais dire à l'Allemagne. Est-ce que le fait qu'au niveau européen, on a décidé de ce système-là et que l'AREN va participer pour un certain pourcentage du prix des tarifs réglementés et que le reste se fera sur le marché, c'est bien ça? Ça peut être de l'éolien, ça peut être du renouvelable, ça peut être du gaz. Bon, on a pris le gaz comme indicateur d'adossement. Quelques années après, avec les aléas climatiques, avec le grand carénage et tout ça, on se rend compte que on a favorisé, on a défavorisé la France dans cette affaire-là. Est-ce que je peux poser la question comme ça ou est-ce qu'elle est indue? Je pense que la question que vous posez, c'est quel a été pour la France le bénéfice de la libéralisation du marché de l'électricité. Quand vous êtes un acteur historique, intégré, monopole, unique au monde, et l'électricité est 2 fois moins chère que tous vos voisins, effectivement, les bénéfices ne vont pas être évidents. Une fois de plus, l'intérêt principal du marché, aujourd'hui, ça a été, ce marché, c'est quoi? C'est des échanges journaliers, intrajournaliers entre les pays, augmenter les connexions entre les différents pays et donc optimisation de ces échanges. Est-ce que ça a eu un impact pour le consommateur final français qui payait son électricité 2 fois moins cher? Oui, mais mauvais, puisqu'il la paye désormais presque au même prix que les autres pays européens. EDF a été découpé en morceaux, puisqu'on a d'abord enlevé RTE, puis on a aussi enlevé Enedis. Alors, ce n'est pas que EDF, bien évidemment, ça a été fait dans tous les autres pays. Ça n'était pas qu'un régime réservé à la France, mais c'est le principe de la libéralisation, où on va découper les entreprises entre elles. Donc, EDF a été désoptimisé. EDF a perdu aussi, je vous ai dit, il manque à gagner avec finalement des fournisseurs. Qu'est-ce qu'ils font à la place d'EDF? Fournir des factures. Bon, ben voilà, ça c'est 5 milliards d'euros de manque à gagner pour EDF entre 2011 et 2021. Et aujourd'hui, la question des énergies renouvelables en France, qui se substitue aujourd'hui. En France, vous payez 2 fois l'électricité. D'accord? Quand vous avez du vent ou du soleil et que le nucléaire réduit sa production, parce que vous devez avoir en permanence la production et la consommation égales, mais la centrale nucléaire, vous la payez quand même. C'est le même coût, puisque le coût du nucléaire, c'est principalement un coût fixe, le coût du carburant étant le coût du l'uranium a été moins de 10%. Donc vous payez 2 fois l'électricité, et c'est la raison pour laquelle les prix augmentent. Donc aujourd'hui, la France, c'est très simple. En 2000, elle avait l'électricité 2 fois moins chère que les pays européens. Elle a perdu cet avantage compétitif qui faisait que les industriels venaient en France pour s'implanter. Merci. On va passer